OK, donc là, maintenant, on va passer à une autre étude du système système Cassandra de Facebook. Donc, c'est essentiellement là, un cas d'étude pour les modèles de cohérence, un cas d'étude pour le théorème de Cat. Donc, c'est une application concrète là, du théorème de Cat. OK, donc... un peu d'informations sur Cassandra. C'est un système développé par Facebook, basé sur un plus vieux système qui s'appelle Dynamo de Amazon. Donc, c'est open source. Et c'est un système qui est décentralisé, qui est dans le sens que donc, on peut créer un système distribué avec plusieurs nœuds et chaque machine joue le même rôle. Okay? Il n'y a pas de master nécessairement là, comme dans Bigtable. Okay? Donc c'est pour ça qu'on peut dire que c'est un système décentralisé. Et l'autre chose qu'on va dire, c'est que chaque nœud va utiliser son propre disque dur local comme stockage. Et les disques durs locaux, donc les disques eux-mêmes ne sont pas connectés ensemble dans un système là, de fichiers distribués, comme ce serait le cas là, dans, par exemple, GFS qu'on va voir tout à l'heure. Okay? Donc, chaque machine a juste droit de voir son propre disque local et va l'utiliser là, pour enregistrer et lire l'information là, qui est utilisée du Key Value Store. Donc, l'autre chose, c'est comment est-ce que les clés sont réparties. Donc, c'est un Key Value Store, comment les clés sont réparties dans les machines. Donc, on va utiliser ce qu'on appelle... un système DHT, donc ce qu'on appelle une table de hachage distribué. Donc on va voir tout à l'heure, mais c'est un peu là, similaire aux algorithmes en cercle qu'on a vu là, dans les premières semaines, où on avait donc ordonné chaque machine dans un cercle et chaque machine avait donc sa propre place. Donc un DHT, c'est le même concept là, de topologie par cercle, mais on va voir que l'élément additionnel, c'est le fait que les clés sont hachées et qu'en hachant les clés, ça nous donne l'adresse de la clé et quelle machine est responsable pour cette clé. Et l'idée, c'est que si le hachage est bien fait, c'est un hachage donc cohérent qui est cryptographique, ben là, les clés, peu importe là, c'est quoi les valeurs des clés, parce que pardon, pas les valeurs, mais les titres, les noms des clés, ça dépend de l'application, mais si le hachage est bien fait, c'est pas important c'est quoi les noms des clés, ça va être uniformément réparti à travers le système. Donc, l'idée du hachage, c'est de créer un équilibrage de charge à travers les machines. Ok, donc par défaut, Cassandra adopte un modèle de cohérence éventuelle, mais on va voir là, comment cette cohérence peut être changée en cohérence séquentielle. Et va aussi utiliser le bavardage pour faire un échange d'informations périodique. On ne va pas vraiment parler de ça en détail, le bavardage ici. Donc ça, c'est l'architecture de Cassandra. Donc, a quand même un élément centralisé, un service centralisé qui est le Zookeeper pour faire de la coordination là, à haut niveau. Mais ça ne fait pas partie du réseau de nœuds, donc c'est pour ça qu'on dit que ça, c'est quand même décentralisé. Donc, dans le réseau de nœuds lui-même, donc chaque nœud Cassandra a le même rôle, a son propre disque, va appartenir à une certaine zone. Donc, une zone, c'est essentiellement là, un centre de données. Donc, on peut dire par exemple, A, c'est le centre de données numéro A. Ça, c'est le centre de données B. Et ça, c'est le centre de données C. Donc, c'est-à-dire que ces machines-là, ici, sont géographiquement dans le même endroit. Et là, l'idée, c'est ils sont donc arrangés dans un anneau et chaque nœud Cassandra a sa propre adresse, okay, son identifiant qui est dans ce nœud-là, donc en ordre croissant, donc 0, ça peut être 0, 5, 25, 35, 45, etc. Là, donc c'est pas pas besoin d'être des identifiants qui sont consécutifs, là, c'est vraiment des positions différentes. Et ce qu'on veut, idéalement, c'est que les nœuds se répartissent là, l'espace de clés de façon uniforme. Donc si c'est un espace, par exemple, disons que de 0 à 127, okay, donc on aimerait que nos 6 nœuds soient également répartis dans cet espace-là. Et là, l'idée, c'est que l'intervalle entre deux nœuds, donc par exemple, imaginons que lui, c'est le nœud 0 et lui, c'est le nœud 35. Okay? Donc l'idée, c'est que toutes les valeurs entre 1 et 35
doivent être enregistrés sur le disque de cette machine-là. Okay? Donc, c'est-à-dire que cette machine-là doit obtenir une copie de ça. Et on va voir que selon le facteur de réplication, ça veut aussi dire que d'autres machines qui suivent doivent aussi obtenir une copie. Donc, imaginons que on veut un facteur de réplication de 3, donc 3 copies de chaque clé, et que la clé, par exemple, se fait hasher et obtient le résultat du hash, c'est la valeur 30, par exemple. Et là, le nœud le plus proche, c'est lui qui est 34. Okay? Donc 30, on tombe à 34. Donc à ce moment-là, cette machine-là, plus celle-là doit avoir une copie de cette clé-là. Parce qu'on a un facteur de réplication de 3. Et donc c'est configurable, donc on va voir comment on peut le configurer. Donc qu'est-ce que chaque machine possède? Donc dans son... chaque machine va rouler localement, okay? Donc plusieurs éléments, un journal de transaction, un commit log, okay? Donc, qui va être utilisé donc, pour la persistance, donc pour enregistrer les données de façon persistante, pour tolérer des pannes de processus. Donc quand la machine revient en vie, il peut relire le commit log pour pouvoir récupérer son état. L'information en mémoire vive, okay? Donc le même table ici qui est des informations qui sont essentiellement mises en mémoire vive parce qu'elles sont rapidement accessibles, et d'autres informations qui sont sur des SS tables qui sont mis sur le disque. Okay? Donc le SS table, c'est une structure, un format de fichier là, spécial pour Cassandra. Ok, donc réplication de données dans Cassandra. Donc comme j'avais expliqué, chaque clé va être répliquée sur plusieurs machines. Donc comment ça fonctionne? Donc en temps normal, c'est les 3 répliques. Par défaut, le facteur de réplication c'est 3, ce qui veut dire que les 3 machines qui suivent là, la valeur de la clé doivent obtenir une copie de la clé. Mais là, c'est configurable. Donc par exemple, on peut déterminer un facteur de réplication par centre de données, par zone. Okay? Donc, imaginons là, que je donne un facteur de réplication A3, B3, C3. Ça veut dire que pour chaque clé, il faut qu'il y ait 3 copies dans le centre de données A, 3 copies dans le centre de données B et 3 copies dans le centre de données C. Donc là, à ce moment-là, c'est plus compliqué que juste là, regarder dans les 3 prochains dans le DHT. Okay? Il faut aller regarder, s'assurer qu'on a les bonnes zones. Okay? Donc, une fois qu'on a le facteur de réplication, là, on peut parler un peu là, de la stratégie d'écriture et de lecture dans Cassandra. OK? Donc, on va voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs stratégies possibles. Okay? Donc, on peut configurer le système, par exemple, pour dire qu'il faut écrire chaque clé sur toutes les répliques, ou écrire sur une majorité de répliques, ou écrire sur une réplique. Okay? C'est des stratégies différentes. Donc, selon la stratégie qu'on utilise, ça va déterminer le nombre de répliques à contacter pour chaque écriture de données. Et là, quand un nombre suffisant d'écritures a été complété, selon la stratégie qu'on a, on est capable de retourner une réponse au client. Donc ça, c'est la partie réplication hâtive. C'est-à-dire que on reçoit la commande du client, on détermine c'est quoi le nombre de répliques à contacter pour traiter l'opération. Une fois qu'on a la confirmation que ce nombre de répliques a traité l'opération, on envoie une réponse au client. Pour les autres réplications, donc imaginons là, que dans ma stratégie, je contacte juste une réplique, puis il en reste par exemple 5 autres. Okay? Mais là, les 5 autres répliques vont être répliquées de façon paresseuse. Okay? Donc après que le client a été contacté. Une autre chose qu'il faut expliquer ici, c'est le concept là, de hinted handoff. Donc, quand une réplique tombe en panne, okay, le système va enregistrer un hint, okay, et donc qui va donc le hint contient essentiellement l'opération qui était en cours pendant que la réplique tombe en panne, et donc à ce moment-là, si une réplique tombe en panne, on peut pas maintenir la cohérence, garantir la cohérence de cette réplique-là, mais une fois qu'elle revient en vie, on peut lui redonner les hints. Okay? Donc c'est un concept de hinted handoff qui permet de réparer des données quand la réplique est rétablie. Ok, donc quelles sont les stratégies d'écriture hâtive qu'on peut utiliser? Donc la stratégie
any. Okay, donc la stratégie any essentiellement dit que l'écriture doit être souvenue par quelqu'un. Donc c'est ça le concept de hinted handoff est utilisé ici. Donc on crée un hint avec l'écriture, mais a priori, c'est-à-dire durant la réplication active, aucune réplique est contactée. Donc on va faire les choses complètement paresseuses, asynchrones. C'est ça que ça dit essentiellement. Donc on garantit qu'il y a au moins une machine quelque part qui se souvient de l'écriture, mais c'est peut-être même pas une machine qui officiellement possède une copie là, de la réplique. Mais avec le système de hit and handoff, avec le bavardage, donc éventuellement les nœuds se contactent là, de façon périodique et éventuellement le hint va être acheminé à une machine qui possède là, qui a une réplique là, de l'information et donc va l'appliquer. Donc c'est vraiment là, extrêmement faible là, comme stratégie d'écriture en termes de cohérence, mais c'est ce qui est le plus rapide à exécuter parce que immédiatement le client peut recevoir une réponse que l'opération a été complétée. La stratégie one, c'est qu'une écriture doit être écrite sur seulement une réplique. Quorum, c'est sur donc une majorité de répliques. Donc si le facteur de réplication dit 3 par exemple, ben, le quorum c'est 2 copies sur 3. Et là il y a d'autres, le all ici c'est facile, donc c'est écrire sur toutes les répliques. Et maintenant on a deux spéciales, le local quorum et le each quorum. Donc ces deux-là ont rapport au fait qu'on peut définir le facteur de réplication par centre de données. Donc local quorum dit que l'écriture doit être écrite sur un quorum de réplique dans le centre de données local. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, imaginons là, que l'opération d'écriture est acheminée au centre de données numéro 1. Ça va être écrit dans un quorum de réplique dans le centre de données numéro 1. Donc si par exemple dans le centre de données numéro 1, j'ai 3 copies de la donnée, ben, on va contacter 2 répliques sur 3 dans le centre de données numéro 1 seulement, mais on ne va pas contacter les autres centres de données. Donc c'est un peu là, comme un compromis là, pour obtenir une bonne cohérence, parce qu'on a un quorum, mais une meilleure latence, parce qu'on n'a pas contacté de centre de données externe. Okay? On garde tout à l'interne du centre de données, donc c'est beaucoup plus rapide. Each quorum, c'est que une écriture doit être faite sur un quorum de réplique dans chaque centre de données. Donc ça c'est comme l'opposé. Donc imaginons que j'ai 3 centres de données, A, B, C, et A, B, C ont tous les 3 copies de l'information. Donc là, je suis en train de dire que je dois contacter 6 machines. Donc 2 sur 3 dans chaque centre de données, peu importe où est-ce que l'opération a été envoyée. Okay? Donc c'est vraiment une forme plus puissante du quorum ici. Et donc ça donne plus là, de garantie en termes de cohérence parce que essentiellement ça garantit que dans chaque centre de données, on a là, une majorité de répliques qui ont la bonne information. Mais évidemment, ça prend plus de temps, donc la latence souffre ici. Et finalement, all, donc comme j'ai dit, écrire sur toutes les répliques. Donc, je vous donne un exemple ici qui illustre comment l'écriture se fait dans Cassandra. Donc, ici, on va illustrer la stratégie quorum. Donc, imaginons qu'on a 6 machines et 2 zones, donc 2 centres de données, le numéro B et le numéro A, avec un facteur de réplication A1, B2. Okay? Donc, 3 copies en tout. Une copie de l'information qui va être dans le centre de données 1 et 2 copies dans le centre de données numéro 2. Donc là, je fais imaginons qu'un client veut faire une lecture une écriture de la clé K1, ça c'est une faute, je voulais écrire écriture de la clé K1. Et que, donc là, le client envoie ça à n'importe quel nœud, imaginons qu'il choisit lui comme étant le nœud qui va recevoir sa requête. Donc ça devient le coordinateur. Donc c'est cette machine-là dans le centre de données numéro A. Donc là, cette machine-là, donc le coordinateur doit déterminer qui contacter. Donc c'est la stratégie quorum. Donc il doit contacter 2 répliques sur 3, peu importe quel centre de données qu'il contacte. Okay? Donc ça peut être ces 2 répliques-là, ça peut être ces 2 répliques-là, ça peut être 3 et 1. Okay? Donc c'est pas important du moment qu'il y a un contact au moins 2 sur 3. Okay? Bon, imaginons là, que le coordinateur envoie à tout le monde. Okay? Donc c'est possible, c'est comme dans Paxos, tu peux envoyer à plus que juste le quorum et reçoit les deux réponses, okay? Par exemple de la réplique 1 et 2. Donc là à ce moment-là, immédiatement,
dès que le coordinateur reçoit au moins un quorum de réponse, peut répondre là, au client pour lui dire que ça a été écrit, que l'opération a complété avec succès. Et là, pour cette réplique-là, ça va terminer, la réplication va être terminée de façon asynchrone. Donc, la réponse du 3 va être retournée après que la requête a déjà été envoyée au client, que la réponse a été envoyée au client. Donc ça illustre le quorum, la stratégie quorum, mais imaginons que c'est local quorum. Donc dans local quorum, le coordinateur est dans le centre de données A, donc il doit contacter un quorum dans son centre de données. Il y a juste une copie, donc c'est 1 sur 1, donc il aurait juste envoyé à lui. Si ça a été par exemple each quorum, ben, il aurait contacté un quorum ici, puis un quorum ici. Ben, le quorum ici, c'est 2 sur 2, puis le quorum ici, c'est 1 sur 1, donc c'est équivalent à faire du all. C'est contacter les trois. Ok, maintenant on va parler de stratégie de lecture. Ok, donc la même chose que l'écriture. Quand on fait une lecture, le coordinateur doit décider combien de répliques lire. Ok, et l'idée, c'est que si on lit plusieurs répliques, on va prendre la valeur la plus récente de toutes les lectures. Donc, ça veut dire qu'on a besoin d'horodatage aussi. Là. La façon que ça fonctionne dans Cassandra, c'est un horodatage logique. Donc, il y a une version qui est attachée à chaque clé et on va lire la version la plus récente de l'information. Donc, stratégie 1, ce serait de lire juste une réplique, donc typiquement la réplique la plus proche. Quorum, c'est lecture d'une majorité de répliques, et là, on compare les horodatage et on prend le plus récent. Local quorum, donc c'est lire juste un quorum dans le centre de données local. Each quorum, c'est un quorum dans tous les centres de données, et all, c'est toutes les répliques. Donc, ici, on donne le même exemple, ok, 3 répliques, donc 2 dans le B, 1 dans le A. Même coordinateur, ici, on veut vraiment lire la clé K1 de la table T1. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le coordinateur ici, imaginons que c'est la stratégie quorum, donc peut décider, je dois contacter un quorum de répliques, 2 sur 3, donc imaginons que le coordinateur contacte 1 et 2. Et là, donc, demande de faire la lecture. Donc, les deux machines regardent dans leur disque local et retournent donc la valeur la plus récente qu'ils connaissent avec l'horodatage. Et à ce moment-là, Cassandra, le coordinateur ici, va décider est-ce que si les lectures sont différentes, ben à ce moment-là, prendre la valeur la plus récente. Si c'est la même, ben là, évidemment, c'est la bonne valeur, c'est sûr. Et retourner ça au client. Donc, une chose qui est vraiment importante à comprendre, c'est que le coordinateur ici, c'est pas un titre spécifique. Là. Facebook, c'est pas un système qui est centralisé, donc c'est pas un rôle qui est fixe, c'est tout simplement la machine qui a été contactée par le client. Mais le client aurait pu facilement contacter n'importe quelle autre machine, puis ça aurait été devenu le coordinateur de cette requête-là. Ok, donc c'est quoi le but d'avoir toutes ces stratégies-là, puis comment est-ce qu'on décide là, quelle stratégie choisir pour quelle situation? Bon, tout d'abord, il y a des considérations de performance. Ok, donc ça, c'est un point de discussion là, à vous là, de penser. Qu'est-ce qui guide le choix de stratégie de lecture ou d'écriture? Et vraiment, je vous donne un indice, c'est influencé par donc, le volume d'écriture attendu puis le volume de lecture attendu. Okay? Donc, évidemment, si notre système va recevoir plus d'écriture que de lecture ou vice-versa, ça va influencer nos stratégies d'écriture et de lecture. D'accord? On veut choisir une stratégie là, qui va être performante là, selon le volume qu'on va atteindre. L'autre impact, et c'est ça qu'on va étudier maintenant, là, c'est que selon les stratégies de lecture et écriture, donc, et plus particulièrement la combinaison des deux, ça détermine le modèle de cohérence qu'on a. Okay? Donc, la formule qu'on utilise, c'est R plus W est plus grand à N. Donc, ça, c'est la condition qu'on veut obtenir. Donc, R ici, c'est le nombre de répliques lues pour chaque opération de lecture. W, c'est le nombre de répliques écrites pour chaque opération d'écriture. Et N, c'est le facteur de réplication. Okay? Donc, je vous donne un exemple. Si notre facteur de réplication, c'est 3, okay? Et on fait, par exemple, une lecture quorum, donc 2 sur 3, et que, par exemple, on fait une stratégie d'écriture quorum, donc 2 sur 3, donc ça veut dire 2 plus 2 égale 4, plus grand que 3, donc on a satisfait la condition ici, donc Cassandra opère dans un mode CP.
OK? C'est-à-dire qu'on va maintenir la cohérence séquentielle et en cas de partition, certaines opérations ne sont pas possibles parce que dans les cas de partition, c'est là qu'on sacrifie la disponibilité. OK? Donc, c'est comme ça qu'on peut interpréter cette formule. Et CP ici, c'est aussi là, selon le modèle étendu PCEC, c'est-à-dire qu'en temps normal, quand on n'a pas de panne de réseau, ben on maintient la cohérence séquentielle, donc on fait de la réplication hâtive sur quand même un bon nombre là, de répliques. Et à ce moment-là, ça retarde, là, ça affecte le temps de latence. Un autre exemple, imaginons là, que le nombre de répliques lues, c'est un quorum, donc 2 sur 3, et le nombre de répliques écrites, c'est 1, donc 1 sur 3. Donc là, c'est 2 plus 1, c'est 3, c'est pas plus grand que 3, qui est le nombre de répliques total. Donc à ce moment-là, le Cassandra opère dans un mode AP, ou selon le modèle étendu PAEL. Donc en temps normal, on favorise la latence, parce qu'on ne va pas contacter beaucoup de répliques de façon hâtive, ok, donc on va plutôt se débrouiller en façon asynchrone, ok, donc à ce moment-là, ça affecte la cohérence, et à ce moment-là, on peut juste dire qu'on a la cohérence éventuelle si on ne satisfait pas cette condition-là, ok. Donc en temps normal, on a la cohérence éventuelle, et en temps de partition, le système peut quand même rester opérationnel, là, évidemment dépendamment là, de où sont les partitions. C'est là qu'on peut jouer avec les stratégies. Local quorum peut aider parce que local quorum n'est pas sujet aux partitions de réseau. D'accord? Donc, parce qu'on est à l'intérieur du même centre de données. Donc, ça peut rester opérationnel dépendamment là, des conditions spécifiques, des stratégies spécifiques qu'on utilise. Donc, quelques exemples. Si je fais lecture 1, écriture all, c'est CP. OK? Donc ça satisfait la condition. Quorum plus quorum, c'est CP, c'est ce que je viens de dire. One plus quorum, c'est le deuxième exemple que j'ai donné, c'est AP. Local quorum plus each quorum, c'est CP, d'accord? Donc, le local quorum ici, essentiellement, l'idée avec la formule, c'est est-ce qu'on garantit qu'il y a un membre en commun, une réplique en commun entre chaque écriture et chaque lecture? C'est ça l'idée. Donc, c'est pour ça que 2 quorums garantit qu'il y a au moins une réplique en commun entre chaque écriture et lecture, et c'est cette réplique en commun qui est capable de garantir la cohérence. Donc dans local quorum et each quorum, bien évidemment, c'est CP parce que quand je fais une écriture dans each quorum, ben, c'est garanti que il va y avoir au moins un membre commun avec chaque local quorum, donc on va voir le CP. Par contre, local quorum plus local quorum, là, c'est AP en général, à moins que les opérations de lecture et d'écriture sont effectuées dans le même centre de données. Donc là, à ce moment-là, c'est le même local quorum qui est comparé dans le centre de données, et donc on est en CP. Mais c'est un CP qui ne fonctionne pas avec le split brain. Okay? Et lecture, ok, donc lecture all, écriture any, donc dès qu'on utilise la stratégie any, c'est AP, parce que any, c'est essentiellement, ça compte pour 0, ok, donc ça c'est comme si c'était n plus 0, et c'est pas plus grand que n, d'accord, parce que any, ça compte, c'est pas une réplication hâtive, donc ça compte pas ici dans le nombre, ici ça devrait dire nombre de répliques écrites de façon hâtive, ok, c'est vraiment ça qui est important. Okay? Donc ici, c'est pas une écriture hâtive, donc c'est quand même AP. Ok, donc c'est ça pour donc, cette section-là. Donc ici, vous avez un sommaire là, qui pourrait peut-être vous donner une référence là, sur ça. Ok, sur la prochaine vidéo, on va parler de Google File System.